Qu'est-ce qu'une apocalypse ? Le mot vient du grec « apokalypsis » qui signifie « révélation ». Contrairement à son usage courant, apocalypse ne désigne pas tant l'écroulement, la destruction, mais surtout l'événement qui révèle une réalité jusqu'ici cachée, dissimulée. L'apocalypse, c'est cet écroulement qui rend tout à coup saillant une réalité difficilement acceptable, un fait, qui bouscule nos représentations de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer la nouvelle apocalypse que nous traversons, l'apocalypse cognitive. Dans cet épisode, je vous propose de parler de nous, de notre nature profonde, de notre voracité mentale et de notre part d'ombre. Pour cela, j'ai profité d'une petite semaine de vacances à la campagne pour lire l'essai de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, qui m'a amené à quelques réflexions personnelles que je vous propose ici. Mais avant tout, merci pour vos retours nombreux sur mon dernier épisode. J'ai vu que celui-ci vous a bien plu, alors merci pour votre soutien. Ce n'est que le début. Il y a des choses que nous savons de nous-mêmes, en tant qu'individus, des réalités anthropologiques, mais que nous refoulons loin, très loin de notre identité consciente, de la manière dont nous nous présentons au monde. Et pourtant, cette face sombre, brute, primaire, est constitutive de ce que nous sommes. Aujourd'hui, la technologie dans laquelle nous baignons et la fin de toute barrière à la consommation met sur le devant de la scène cette image de nous-mêmes. Une image face à laquelle nous sommes tentés de détourner le regard, qui nous dérange, car elle entre en contradiction avec l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. La généralisation des algorithmes, des réseaux sociaux, d'un marché de l'attention qui cherche sans arrêt à capter notre temps de cerveau disponible, nous dévoile tels que nous sommes. Plusieurs questions se posent alors. Sommes-nous nos pulsions ? Sommes-nous infiniment plus qu'elles ? Que devons-nous penser de nos plus bas instincts et de ceux qui les flattent ? Je vous propose de réfléchir avec moi à ces questions critiques et extrêmement actuelles. Quelle est la valeur la plus recherchée aujourd'hui, la plus rare, la plus convoitée, celle pour laquelle se déroule la plus violente des compétitions économiques, la ressource qui dirige et alimente la très grande majorité du marché mondial? Pour Gérald Bronner, la réponse est évidente. Le temps d'attention disponible et surtout, la capacité à capter, à satisfaire et à fidéliser les cerveaux, à s'approprier le temps cognitif disponible d'un très grand nombre d'individus. Cette compétition mondiale pour hameçonner nos cerveaux est terrible, vorace. Elle joue sur nos leviers cognitifs les plus primaires. Elle nous montre ce que nous sommes, des êtres extrêmement manipulables, pilotés par des réflexes simples, répondant à des leviers primaires. Sexualité, conflictualité, égocentrisme, peur, voilà quelques-uns des mots-clés auxquels notre cerveau répond avec un intérêt marqué. Ces plaisirs attentionnels, parce qu'ils sont profondément enfouis dans notre cerveau, sont encapsulés dans des circuits de récompense psychiques qui peuvent les rendre addictifs et donc mortifères. Les algorithmes révèlent à très grande échelle notre addiction pour ces leviers. Conflictualité sociale mise en scène, disputes sur des plateaux de télévision, petites phrases clivantes d'un homme politique, courtes vidéos tendancieuses ou articles portant sur la vie privée, exhibitions, chair, disputes, peur, danger ou menaces à venir. Malgré toute l'aversion que nous portons à ces contenus en public, nous les consommons souvent de manière boulimique en privé, comme du sucre rapide pour nos cerveaux. Et il n'y a rien d'étonnant à cela. Comprendre les leviers qui nous poussent à consommer un contenu ne signifie pas que nous serions capables de nous en extraire durablement. Et c'est d'ailleurs le drame que nous traversons aujourd'hui. Tout est organisé pour nous faire prendre le pas grand-chose, l'événement anecdotique, pour un événement que nous devons consommer, sur lequel nous devons réagir. Derrière ces logiques, nous sommes rapidement tentés de poser une interprétation machiavélique, là où il n'y a en réalité rien d'autre que des impératifs économiques et marchands. Mais tout ça, j'en suis certain, vous le savez déjà. Et au fond, ce n'est pas le plus important. Vous trouverez sur Internet des milliers de sources sur les cycles de la dopamine, sur la capture de l'attention, non. Moi, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler du tableau La tête funeste d'Edward Burne-Jones. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette représentation néoclassique de la fin du XIXe siècle illustre Persée et Andromède se serrant la main. Persée montre à Andromède la tête de Méduse,
qu'il vient de décapiter. Les yeux de celle-ci, selon la mythologie antique, ne pouvaient être regardés directement en face, au risque de se transformer en pierre. Persée s'assure donc qu'Andromède ne regarde la tête de la Gorgone qu'à travers le reflet de celle-ci dans l'eau. Méduse est une des serres gorgones. Si sa symbolique a été influencée à travers les siècles par de très nombreux mouvements idéologiques, on peut la résumer comme une figure de la terreur, de la monstruosité indomptable, de la nature féroce, de la force par la folie, bref, de la part sauvage, sombre mais animale qui réside dans le cœur de l'homme. Gérald Bronner pense cette peinture et plus spécifiquement la figure de Méduse comme une parfaite allégorie de notre situation actuelle. La modernité nous confronte avec une vérité fondamentalement inacceptable sur notre nature profonde, celle de nos intérêts immédiats très loin des idéaux que nous pouvons par ailleurs formuler. Cette nature, c'est celle de notre compulsivité, de notre comparaison permanente aux autres, de notre égocentrisme fondamental, de notre nature essentiellement compétitive. Nos traces numériques le disent, le montrent. Nous sommes beaucoup plus attirés par le vulgaire, par le brillant, par le grandiloquent, par le lubrique, que par tout autre type de contenu. Nous ne devons pas détourner le regard devant ces réalités anthropologiques, certes dures et peu flatteuses. Il faut, au contraire, les assimiler. Il faut fixer Méduse, pas directement au prix de tomber dans un terrible fatalisme sur nous-mêmes, mais indirectement. Il faut se confronter avec notre nature profonde et ses résidus évolutionnistes qui nous paraissent aujourd'hui vulgaires et détestables. L'intime, le monstrueux, le bas, le violent, le compétitif, le lubrique, l'homme du ressentiment, cet homme rabougri, sanguin, cet homme-là nous habite tous. Il n'y a qu'en acceptant d'abord de regarder nos reflets communs, accepter cette vision anthropologique brutale, que nous pouvons espérer tempérer les instincts brûlants que le marché de la captation cognitive sollicite en nous. L'enseignement principal de cet essai, et la raison pour laquelle je pense qu'il mérite que vous le lisiez, c'est qu'au-delà de présenter une cartographie des mécanismes primaires dont les algorithmes usent pour capter notre attention, c'est un livre qui ne fait pas plaisir. Bronner se refuse à la facilité de plume qui consisterait à dire que toute cette dérégulation cognitive viendrait du capitalisme, de la modernité ou des élites malfaisantes. Non, cette voie-là, celle d'un bouc émissaire qui aurait dénaturé l'homme, ne mène nulle part. Au contraire, elle risque de nous donner de faux espoirs de changement. Nous sommes en partie responsables de notre propre aliénation, et il ne tient qu'à nous de domestiquer nos pulsions. Espérer sauver son esprit en fustigeant le vendeur de sucre cognitif que l'on paye chaque matin au réveil en allumant son téléphone ne fait aucun sens. Au fond, peut-être que ce qui nous révolte le plus, ce n'est pas tant nos addictions cognitives, mais ce qu'elles disent de nous et que nous refusons de voir. L'être humain est tout aussi bien capable de s'atteler des heures durant à la contemplation paisible du monde, ou bien au travail le plus acharné, à la sublimation la plus raffinée, et le lendemain, de foncer se réfugier dans le trou sans fin de contenu que les algorithmes ont choisi pour lui, sur la base de ses plus bas instincts, flattant sa médiocrité constitutive, son attrait pour la chair et pour le sucre de l'esprit. L'un n'exclut jamais l'autre. Il ne faut pas seulement prendre conscience de la méduse qui réside en chacun d'entre nous, il faut la domestiquer, réduire graduellement son emprise sur nos vies. Mais soyons lucides, nous resterons à jamais des êtres de pulsion, et tant mieux. Car il y a une beauté de la pulsion. Alors oui, aujourd'hui ce n'est pas évident. Celles-ci sont utilisées contre nous pour capter notre attention, pour nous pousser à consommer et être perpétuellement aux aguets, à se comparer au monde entier ou encore à réagir à de micro-événements sans importance. Mais si l'on accepte cette vision anthropologique réaliste dont je vous parlais précédemment, cela ne veut pas dire qu'il faudrait refuser la sublimation de l'être humain, tout au contraire. Et je conclurai sur cette dernière idée. Comprendre l'homme, sa nature, son ambivalence, ses grandeurs comme ses bassesses, constitue peut-être la tâche d'une vie entière. S'il est important de prendre conscience des réflexes et des pulsions primaires que nous portons malgré nous, il ne faut pas en faire toute l'image de notre humanité. Cela reviendrait à figer l'homme dans un rôle bestial, purement déterminé par ses instincts, incapable de s'en extraire ou de les tempérer. Au contraire, je crois que prendre en compte nos natures prédictibles, nos pulsions, est la meilleure manière de commencer à construire par-dessus.
La pulsion est vierge en tant que telle. C'est ce qu'on fait d'elle qui détermine tout. Le désir comme la compétition peuvent se muer en piège mortel pour l'esprit ou bien en quelque chose de somptueux. La comparaison, l'éveil, l'attention, notre attrait pour la vie d'autrui, notre appétence pour la conflictualité, tout ça n'est pas essentiellement mauvais. Tout dépend du contexte dans lequel on les inscrit. La réalité est plus tragique, plus dure, mais beaucoup moins machiavélique et perfide que nous l'admettons généralement. C'est l'enseignement que nous devrions tirer de notre propre apocalypse cognitive. C'est dans le reflet brut de nos âmes, ce reflet glaçant et éblouissant comme un soleil d'hiver sur une plaine enneigée, que nous trouverons les idées les plus essentielles sur nous-mêmes, celles auxquelles nous ne devrons et ne pourrons jamais renoncer. Ces idées, qui aujourd'hui sonnent vulgaires et dérangeantes, sont un point de départ pour construire vers autre chose. Nous arrivons à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Vous trouverez également en description, ou qui s'affiche à l'écran actuellement, mon Instagram si vous voulez m'y suivre. J'y ajoute du contenu additionnel par rapport à ce que vous pouvez trouver seulement sur YouTube. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un épisode qui paraîtra très prochainement concernant le thème de la barbarie.